cherche l'ADN politique de la Suisse moderne, l'image qui nous vient tout de suite, c'est la neutralité, les montagnes, le chocolat et une espèce de paix inébranlable. Ouais, le grand mythe de la nation éternellement pacifique, quoi. C'est ça. Sauf que, et c'est vraiment le cœur de notre plongée dans les sources aujourd'hui, ce fameux système politique suisse, il n'est pas né dans les Alpes. Il est né à Philadelphie en 1787. Ah, ça, c'est le détail que tout le monde oublie. L'inspiration américaine. Totalement. Et ce système, il a été payé au prix fort par une guerre civile que le pays a ensuite, disons très délibérément, choisi d'effacer de sa propre mémoire. C'est vraiment une dissonance fascinante entre la perception extérieure du pays et la réalité brutale de sa construction. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer avec les documents qu'on a rassemblés aujourd'hui. Ouais, et on a un corpus assez exceptionnel pour le coup. Absolument. On a d'abord l'analyse académique de l'historienne Irène Hermann, qui est vraiment pointue sur la manière dont la Suisse a géré la mémoire de ses déchirements. On a aussi des textes historiques sur cette fameuse influence américaine, sur la Constitution de 1848. Il y a aussi les données encyclopédiques sur ce conflit armé presque oublié, le Sonderbund. Exactement. Et pour couronner le tout, des archives de presse de l'époque. Surtout des extraits de la Gazette du Simplon de l'automne 1847. Ça nous donne vraiment le pouls de la société à ce moment-là. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre cette mécanique folle. Comment une nation arrive à se déchirer militairement, à se reconstruire en clonant le modèle d'une république située de l'autre côté de l'Atlantique, et surtout à orchestrer une amnésie collective si puissante que le conflit disparaît. Une amnésie qui laisse place à une unité nationale qui dure encore aujourd'hui, oui. C'est en lisant toutes ces sources, j'ai eu une image en tête. Pour moi, la naissance de la Suisse moderne, ça ressemble à s'y méprendre à une fusion d'entreprises. Une fusion d'entreprises, c'est-à-dire? Une fusion extrêmement complexe, voire hostile. Genre, les vainqueurs prennent le contrôle de la boîte. Mais au lieu d'écraser les perdants, ils adoptent discrètement leur culture d'entreprise et leur vieux mythe fondateur. Ah. Pour que le lendemain matin, à la machine à café, tout le monde ait l'impression d'avoir gagné. Exactement ça. C'est brillant, non? C'est une super analogie, ouais. Ça illustre parfaitement la mécanique d'intégration post-conflit. Mais bon, pour comprendre comment on en arrive à cette fusion hostile, il faut d'abord remonter à la source de la crise. Au traumatisme originel. Voilà. Les documents montrent qu'au début du 19e siècle, il y a une vraie fascination pour les États-Unis en Suisse. Et ça vient d'un choc structurel très profond survenu en 1798. Ah oui, l'invasion des troupes françaises, c'est là qu'on leur impose la fameuse République helvétique. C'est ça, et c'est un point de rupture absolu. Les Français débarquent et imposent un modèle ultra centralisé calqué sur Paris. Tout remonte au sommet. Exactement. La souveraineté des cantons, qui s'autogéraient dans leur vallée depuis des siècles, elle est purement et simplement abolie. Et j'imagine que pour des gens habitués à une indépendance locale totale, ce modèle hyper étouffant, ça passe pas du tout. Ah ben, c'est un rejet total et immédiat. Le système s'effondre d'ailleurs très vite, dès 1803. Mais du coup, la Suisse se retrouve dans une impasse constitutionnelle majeure. Parce que le modèle hyper centralisé français a prouvé qu'il était détesté, mais en même temps, revenir à l'ancien système, c'était pas viable non plus. Non, l'ancienne confédération était beaucoup trop lâche. Chaque canton avait sa propre monnaie, son armée, ses propres douanes. L'enfer pour le commerce. Un cauchemar logistique et diplomatique. Ça paralysait complètement le développement du pays. Il fallait inventer une troisième voie, un équilibre entre un centre fort et des périphéries autonomes. Et c'est dans ce vide conceptuel total qu'il regarde de l'autre côté de l'océan, vers la Constitution américaine de 1787. Et là, un personnage clé émerge de nos documents, Ignaz Paul Vital Troxler. Quel profil d'ailleurs. N'est-ce pas? Le type est médecin, il devient philosophe, professeur, et il ne fait pas juste admirer l'Amérique de loin en buvant son thé. Non, le gars fait un lobbying acharné. Il rédige des pamphlets, il s'agite dans tous les sens. Voilà. Et son argument central, c'est de dire que la Constitution américaine n'est pas juste un truc pour les Américains. Pour lui, c'est, je cite, une grande œuvre d'art. Une matrice universelle. Exactement. Il explique que c'est la clé technique pour résoudre leurs problèmes insolubles. Avoir un gouvernement capable d'agir à l'international, tout en garantissant aux petits cantons qui ne se feront pas écraser par les grands. Et l'apport décisif de Troxler, si je comprends bien, c'est vraiment le système bicaméral. Parce que c'est ça qui bloquait tout, la question de la représentation. C'était le point de friction majeur, oui. Les grands cantons voulaient un pouvoir proportionnel à leur nombre d'habitants. Ce qui terrifiait logiquement les petits cantons ruraux. Forcément, ils auraient été invisibles. Donc Troxler dit « Bon, importons la solution de Philadelphie ». Et boum, la Suisse crée le Conseil national.
qui est l'équivalent de la Chambre des représentants américaine, donc élue selon la population. C'est ça. Et pour calmer les petits États, on crée le Conseil des États. Chaque canton, qu'il ait 10 000 ou 100 000 habitants, a exactement 2 sièges. Le copier-coller parfait du Sénat américain, quoi. Copier-coller, le mot est faible, hein. Un des chercheurs dans nos textes parle carrément de plagiat de la Constitution américaine. Ah ouais, carrément le mot plagiat. Mais bon, attends, est-ce que c'est vraiment juste de parler de plagiat? Parce que quand on regarde le pouvoir exécutif, j'ai l'impression qu'ils ont consciemment subverti le modèle américain. C'est très juste. Ils ont adapté le modèle à leur propre phobie du pouvoir absolu. Parce qu'aux États-Unis, ils voulaient de l'efficacité. Donc ils ont créé un président unique, un commandant en chef fort. Alors qu'en Suisse, un chef unique s'était vu comme une hérésie politique totale. Oui, la peur du tyran. Exactement, le spectre de Napoléon et de la monarchie était encore beaucoup trop frais. Donc les architectes de 1848 choisissent une structure collégiale, le Conseil fédéral. 7 membres au lieu d'un seul. Voilà, c'est une mécanique de dilution du pouvoir hyper sophistiquée. Ces 7 personnes débattent, ils votent à l'interne, mais à l'extérieur, ils doivent parler d'une seule voix. Et le président n'est qu'un primus inter pares, le premier parmi ses pairs. 0 pouvoir supplémentaire. C'est vraiment un système conçu pour forcer le compromis permanent, quoi. Mais il y a une autre différence majeure avec les États-Unis qui m'a sauté aux yeux dans les textes. C'est la sociologie politique. Ah oui, l'inversion totale des rôles. C'est fascinant. Parce qu'aux États-Unis, en 1787, ce sont plutôt les conservateurs, les propriétaires terriens, les élites qui poussent pour un État fédéral fort, non? Oui, il voulait freiner les élans très démocratiques, parfois radicaux, des petits parlements locaux dans les États. Il voulait de l'ordre. Et en Suisse, c'est littéralement le monde à l'envers. Complètement. En Suisse, ce sont les progressistes, les radicaux et les libéraux qui réclament un pouvoir central fort. Pas pour freiner la démocratie, mais pour s'en servir comme d'un bélier. C'est ça, un bélier pour défoncer les oligarchies aristocratiques et religieuses qui contrôlaient les cantons conservateurs de l'intérieur. Du coup, importer cette constitution américaine, c'était pas juste une petite réforme administrative de bureaucrates. Ah non, c'était une déclaration de guerre existentielle. Les cantons conservateurs ont très vite compris le danger. Si la centralisation façon américaine passait, leur autonomie fiscale, politique et surtout religieuse était morte. Exactement. Et ça montre bien que changer les fondations d'un pays, ça se règle rarement juste dans les salons avec des jolis débats philosophiques. La tension monte et les cantons conservateurs décident que la seule issue pour protéger leur mode de vie, c'est la sécession. Ce qui nous précipite direct en 1847 au déclenchement de la fameuse guerre du Sonderbund. Le Sonderbund, littéralement, l'alliance particulière. Voilà, la carte du conflit est super claire. 7 cantons, majoritairement catholiques et très conservateurs, situés en plein centre de la Suisse, dans les Alpes. Et ils s'allient militairement contre les 15 autres cantons, dirigés par les libéraux et radicaux. C'est ça. Sauf que, comme toujours dans cette histoire, le niveau de paradoxe de cette guerre civile crève le plafond. À commencer par les généraux. Ah oui, le commandement. C'est lunaire. Les forces du Sonderbund prennent les armes en grande partie pour défendre la foi catholique face aux laïcs. Oui. Et ils confient le commandement de leur armée à Jean-Ulrich de Salis-Solio, un aristocrate ultra-conservateur, certes, mais protestant. À protestant à la tête de la rébellion catholique, on est d'accord, ça ne s'invente pas. Toutes les doctrines de l'époque. Ces ordres de guerre, c'est presque « s'il vous plaît, ne faites pas de mal à l'ennemi ». C'est une consigne de retenue absolue. Son but n'est surtout pas d'annihiler l'ennemi. J'y pensais en lisant ça, c'est comme gérer une prise d'otage dans un bâtiment que tu veux récupérer intact. C'est exactement ça. Tu dois neutraliser les preneurs d'otages, mais si tu fais exploser l'immeuble avec un tank, t'as perdu. Dufour a cette intelligence politique rare de comprendre que le lendemain de la paix, les vainqueurs et les vaincus vont devoir siéger dans le même parlement. Donc on évite les bains de sang inutiles. Voilà, les archives militaires montrent qu'il interdit formellement l'utilisation des armes de destruction massive de l'époque. Par exemple, il refuse catégoriquement d'utiliser les fusées incendiaires Congrève. Pour ne pas donner je crois qu'il dit un caractère violent à la guerre. Oui, il ne veut pas laisser de cicatrices irréparables dans la population. Donc il privilégie l'encerclement, l'intimidation, les manœuvres, plutôt que de foncer dans le tas. Et l'efficacité de cette doctrine de la retenue est bluffante. La plus grande bataille du conflit, à Gisicon, elle fait quoi? 37 morts du côté fédéral? À peine 37 morts, oui. C'est presque dérisoire pour une guerre civile du 19e siècle. Et il y a un autre détail marquant dans les batailles.
L'aspect médical. Ah oui, l'avant-gardisme logistique. On voit débarquer sur le champ de bataille les premières ambulances hippomobiles, gérées par des volontaires de Zurich. Bah, c'est ouf. C'est une vraie révolution humanitaire. D'ailleurs, cette vision préfigure directement la création de la Croix-Rouge internationale. Croix-Rouge que ce même général Dufour va cofonder quelques années plus tard avec Henri Dunant. La boucle est bouclée. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut comprendre comment cette fameuse retenue militaire, combinée au nombre écrasant de soldats fédéraux, a littéralement cassé le moral des sécessionnistes. L'effondrement psychologique. Et là, on a lu les mêmes extraits de la Gazette du Simplon, ce journal conservateur de 1847. C'est savoureux, hein? C'est de la dissonance cognitive en temps réel. Les dirigeants catholiques avaient préparé la population à une espèce de guerre sainte apocalyptique. Et la réalité les percute de plein fouet. La Gazette raconte la reddition du canton de Zoug. Zoug capitule sans tirer une seule balle. Le choc total. Et le pire pour les journalistes conservateurs, c'est que quand l'armée fédérale entre dans Zoug, une partie de la population locale les applaudit. Bah oui, les gens sont juste soulagés de ne pas se faire massacrer. C'est ça. Et l'exemple de Fribourg est encore plus pathétique pour le Sonderbund. Fribourg, c'est un gros bastion catholique. Le commandant sur place, le colonel de Maillardeau, il prépare ses troupes pour le choc frontal, le grand sacrifice. Sauf qu'il avait oublié de consulter ses politiciens locaux. Le gouvernement civil de Fribourg regarde par la fenêtre, voit les 60 canons de Dufour braqués sur la ville, et ils se disent « Bon, on va peut-être se calmer ». Exactement. Le Conseil civil vote la capitulation à la majorité absolue, totalement dans le dos de son propre état-major militaire. Et la Gazette du Simplon fulmine, il hurle à la trahison, au lâcher-abandon. Mais ça crée un effet domino. En moins d'un mois, la guerre est pliée. Le bilan humain est ridicule comparé à d'autres conflits. 100 de morts dans tout le pays. Quand on pense à la guerre de sécession américaine qui éclate un peu plus tard avec ses centaines de milliers de morts, le Sonderbund, c'est presque une grosse manœuvre d'intimidation policière au final. C'est vrai. Mais gagner la guerre militairement, c'était que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai casse-tête pour les vainqueurs radicaux, c'était la suite. Le problème sociologique. Comment tu forces des mecs qui viennent de prendre les armes contre toi à accepter ta nouvelle constitution copiée sur l'Amérique, sans qu'ils se sentent totalement humiliés ou colonisés? Et là, on touche à l'analyse brillante d'Irene Hermann. Les Suisses vont faire exactement l'inverse de ce qu'on préconise aujourd'hui en gestion de crise. Ah oui, l'anti-modèle absolu de notre époque. Aujourd'hui, la norme internationale, c'est la commission de vérité et de réconciliation. L'idée qu'il faut crever l'abcès, verbaliser le traumatisme, pointer les responsabilités publiquement pour pouvoir guérir. Eh bien, les vainqueurs de 1848, ils ont dit non, surtout pas. Ils ont mis en place ce qu'on appelle une amnésie stratégique, un silence institutionnel lourd. On ne commémore pas la guerre, on n'en fait pas une fête de la victoire libérale sur l'obscurantisme. L'État cache le conflit sous le tapis. Mais pour que ce silence fonctionne, il fallait une stratégie psychologique, la stratégie du bouc émissaire. Décharger les populations vaincues de leur culpabilité. C'est très habile, le discours officiel des vainqueurs a consisté à dire aux citoyens catholiques « Écoutez, ce n'est pas de votre faute, vous êtes des braves gens, vous avez juste été manipulés par des élites corrompues et par des étrangers. » Les fameux étrangers et surtout l'ordre des jésuites. Voilà, les jésuites en ligne de mire. En rejetant toute la faute sur cet ordre religieux et quelques politiciens exilés, le nouveau gouvernement offrait aux vaincus une porte de sortie en or massif. Une manière de sauver la face. Vos manipulateurs sont partis, bienvenue dans le nouvel État. Et ça marche, les élites catholiques modérées intègrent super rapidement les nouvelles institutions fédérales de 1848. C'est dingue. Mais l'oubli, aussi stratégique soit-il, ça construit pas une nation à long terme. Il faut un récit positif pour remplacer le vide. Oui, il faut du ciment émotionnel. Et l'urgence de créer ce récit frappe la Suisse de plein fouet entre 1870 et 1890. Le contexte européen devient explosif à ce moment-là. L'Italie s'unifie, l'Allemagne s'unifie, la guerre franco-prussienne. L'Europe se remplit de nationalismes ultra-agressifs. Et au milieu, la jeune Suisse fédérale se sent minuscule et très vulnérable. Avoir une belle constitution qui ressemble à celle des Américains, c'est cool sur le papier, mais ça donne pas forcément envie de mourir pour défendre les frontières. Exactement. Le patriotisme institutionnel ne suffisait plus. L'État décide donc de financer massivement la création d'une identité nationale. Ils vont fouiller dans les vieux cartons du Moyen-Âge. Et on en revient à ma métaphore de la boîte qui fusionne. Le gouvernement victorieux va ressusciter les mythes épiques des XIIIe et XIVe siècles. Arbalète qui tue le tyran des Habsbourg. Le fameux serment du Grutli de 1291, l'alliance originelle des paysans rebelles. Et c'est là que l'ironie de l'histoire devient juste sublime.
Géographiquement, c'est le coup de génie absolu. Où est-ce que ces mythes de liberté se déroulent physiquement? Exclusivement dans les cantons d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald. C'est-à-dire le cœur irréductible de l'alliance rebelle du Sonderbonds de 1847. Les vainqueurs de la guerre civile prennent littéralement les ancêtres de leurs ennemis vaincus et ils en font les figures christiques absolues de la liberté de toute la nation. C'est un hold-up mémorial exceptionnel. Et le clou du spectacle, c'est l'instauration de la fête nationale. Le fameux 1er août 1891. Le gouvernement de Berne ne célèbre pas la fondation de l'État moderne de 1848. Non, il célèbre le pacte médiéval de 1291 et il va faire la fête en plein territoire ennemi d'il y a 40 ans. C'est la technique ultime pour intégrer les conservateurs. On les caresse dans le sens du poil patriotique. Et le système éducatif va verrouiller tout ça. Les historiens écrivent des manuels scolaires où la guerre civile de 1847 devient une simple anecdote, un petit couac sans importance. La constitution copiée sur les États-Unis est présentée comme la suite pure et naturelle de la flèche de Guillaume Tell, un chef-d'œuvre de propagande pacifique en somme. Au final, ce modèle suisse bouleverse vraiment nos certitudes sur la mémoire. Il prouve que parfois, avec de bonnes institutions fédérales et un réservoir de mythes flexible, balayer une fracture sociétale sous le tapis est beaucoup plus constructif que d'exiger des excuses éternelles. Donc si on récapitule notre plongée, la stabilité légendaire suisse, c'est une ingénierie politique complexe piquée aux Américains. Oui, C'est une guerre civile menée de manière presque chirurgicale pour ne pas braquer les perdants. absolument. Et c'est une orchestration du passé ultra pragmatique où on choisit la cohésion sociale au lieu de l'exactitude historique. L'amnésie comme super-pouvoir. L'histoire ne sert pas à dire ce qui a divisé, elle est fabriquée sur mesure pour montrer ce qui unit. Et le fait est que ça a résisté aux 2 guerres mondiales. Ce qui m'amène à une dernière réflexion peut-être un peu provocatrice pour clore ça. Vas-y, je t'écoute. On vit aujourd'hui dans une culture hyper connectée. Oh que oui, l'ère de l'archive permanente. Voilà. On archive, on décortique, on amplifie la moindre erreur, la moindre discorde. En temps réel, on valorise la transparence totale et l'exposition perpétuelle des traumas. C'est vrai, on n'oublie jamais rien aujourd'hui. Sauf que, si une nation entière a pu garantir sa survie et bâtir une paix de plus d'un siècle et demi précisément, en organisant l'oubli de ses propres fractures, est-ce que notre besoin obsessionnel de toujours tout dire, de tout exhiber, ne nous condamne pas, au fond, à l'incapacité totale de tourner la page? C'est une question très dérangeante. L'oubli institutionnel comme technologie de paix, ça donne vraiment le vertige quand on regarde nos réseaux sociaux. N'est-ce pas? Eh bien, on va vous laisser réfléchir là-dessus. C'est une belle matière à méditer.